Donc déjà, merci d'être venus ce soir si nombreux. Merci à l'ENSAE et à Moneta, notre partenaire, pour nous permettre de nous réunir ce soir. Et surtout, donc, merci à vous, Monsieur Noiriel, pour avoir accepté notre invitation pour parler donc, de vos travaux universitaires. Vous êtes historien, professeur à l'EHESS et auteur de nombreux ouvrages. Par exemple, Le Creuset français, qui est l'un des premiers ouvrages français qui parle de l'intégration des immigrés dans la société française. Mais également, donc, votre dernier ouvrage, Une histoire populaire de la France. C'est surtout sur cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Ce titre donc, vient d'un livre américain, Une histoire populaire des États-Unis, écrit par l'historien Howard Zinn, qui voulait rendre compte de l'histoire des États-Unis par le regard de ceux d'en bas. Et c'est ce que vous avez essayé de faire dans votre livre, sorti donc en septembre 2018, 2 mois avant le début de la crise des Gilets jaunes. Et depuis 5 mois, donc, depuis novembre 2018, c'est cette France oubliée qui se manifeste. C'est donc un peu un cas d'école qui se situe dans la continuité de vos travaux et qui pose dans l'actualité des questions dont vous avez répondu partiellement en tant qu'historien, qui est le sujet de cette conférence. Quelle est la place de ceux qui ne sont rien, pour reprendre l'élément de langage d'Emmanuel Macron, dans la nation, et comment peuvent-ils se faire entendre face à une classe dominante ayant réécrit l'histoire de France en y effaçant les classes populaires. Donc cet échange va nous permettre tout d'abord de prendre du recul sur la relation ou les relations qu'entretiennent les classes dominantes avec les classes dominées, avec un regard d'historien qui est assez rare à l'ENSAE. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette invitation. Oui, alors bon, je ne veux pas parler trop longtemps parce que je ne sais pas exactement quel est votre degré d'intérêt pour ce que je vais vous raconter, ni quel est non plus votre degré de connaissance des questions historiques. Ça dépend, je crois, des cursus que vous avez pu faire les uns et les autres. Donc je préfère qu'on ait un temps d'échange suffisamment long et m'adapter donc aux questions qui vous préoccupent. C'est ce que je fais d'ailleurs, puisque effectivement, comme vous le rappeliez, ce livre donc, est arrivé juste avant le mouvement des Gilets jaunes, et donc il a eu un impact assez grand, ce qui fait que depuis 6 mois, j'ai fait beaucoup de conférences avec des publics extrêmement divers. Donc, comme j'ai toujours la hantise de... Ça, c'est un vieux truc de prof, vous voyez, la hantise de ne pas intéresser les élèves. Voilà, je préfère que ce soit dans l'échange pour éviter justement la logique du cours. Alors, effectivement, donc, la thématique que j'ai privilégiée dans ce livre recoupe les préoccupations que vous avez présentées dans votre introduction. C'est donc la question du populaire. Donc, dans cet ouvrage, pour moi, c'est un petit peu on va dire le couronnement, mais un point d'aboutissement quand même de plusieurs dizaines d'années de recherche, hein, où finalement, en cherchant le fil conducteur qui reliait peut-être tout ce que j'avais pu faire, je me suis dit oui, c'est vrai, effectivement, c'est cette question du populaire. Et donc, quand l'éditeur Agone, qui est un petit éditeur marseillais, certains connaissent peut-être, qui est assez engagé, disons ça, un éditeur qui publie des ouvrages critiques, je dirais, interventions aussi politiques, etc. C'est eux qui ont publié la version française de l'ouvrage d'Howard Zinn, qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis, qui a été un best-seller aux États-Unis, et qui a eu aussi un fort impact en France. Donc ils m'ont demandé, ça fait il y a 10 ans déjà, si je ne voulais pas faire la même chose pour la France. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans, mais j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu, puisque en fait j'ai beaucoup d'activités, et j'ai toujours eu, aussi si ça vous intéresse, on peut en parler, parce que on peut être universitaire, chercheur, mais faire aussi autre chose dans sa vie, je vous le conseille même, hein.
Donc moi j'ai toujours été très actif dans le champ de l'éducation populaire. J'ai fondé une association d'éducation populaire parce que je me sentais, moi j'ai eu la chance d'enseigner uniquement dans des grandes écoles, d'abord à l'ENS et ensuite à l'école des hautes études, et c'est une chance mais c'est en même temps une frustration, surtout pour moi qui viens d'un milieu tout autre, d'un milieu populaire et qui me retrouvait comme ça à enseigner dans des élèves de milieux sociaux privilégiés. Donc pour essayer de résoudre cette contradiction, j'ai toujours été très actif dans des associations d'éducation populaire depuis le début de ma carrière. Et donc, c'est dans ce cadre que je fais un certain nombre de choses, on pourra en reparler si vous voulez, mais notamment, la question que s'est posée, c'est comment transmettre des connaissances savantes, qui sont le produit de recherches spécialisées, dans des langages qui soient accessibles et qui plaisent, on pourrait dire, des publics qui ne lisent pas nos bouquins. Parce que c'est ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, si on veut faire... Je suis assez critique par rapport à ce qu'on peut appeler les universités populaires aujourd'hui. Les universités populaires, leur public, c'est des retraités d'éducation nationale. Je caricature un peu, mais enfin bon. Donc pour moi, le populaire, ça va bien au-delà. On aura peut-être statistiquement, bon, les employés, les ouvriers, les gens qui précaires, etc., etc. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, le vecteur, c'est la télévision. Médias auxquels on n'a pas accès, ou alors des conditions très difficiles, je pourrais aussi vous en parler tout à l'heure. J'ai travaillé pas mal aussi pour des documentaires, pour la télé, pour essayer de transmettre des connaissances historiques. Mais il y a aussi, donc, dans l'éducation populaire, une dimension qui est une dimension interactive, et lorsque je me suis rendu compte que j'ai fait pendant des années des conférences sur la question du racisme, enfin, etc., etc. Je me rendais compte que je parlais toujours à des publics qui étaient déjà convaincus d'avance. Pour sortir de là, donc j'ai travaillé avec des artistes. Donc je travaille avec des artistes de théâtre et on traduit, on transpose des connaissances historiques, notamment qui viennent de mes travaux, mais pas seulement, dans des spectacles vivants, Donc c'est comme ça, par exemple, qu'on a trouvé, parce que personne n'en avait parlé jusque-là, l'existence du clown de chocolat. Au départ, c'est un spectacle qu'on a fait dans un projet qui était justement de sensibilisation à la question du racisme, et ensuite, c'est à partir de là qu'on a été contacté, qu'il y a eu le film, vous avez peut-être vu, avec Omar Sy, etc., etc. Donc j'ai été pris là-dedans, et ça m'a un peu détourné du projet principal, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était autour de cette histoire populaire de la France. Donc après, je me suis remis, et là, ça a été quand même plusieurs années de travail. Alors ce que je voulais dire, c'est que justement, pour moi, le populaire ne se confond pas avec les classes populaires. Alors ça, c'est un point pour moi très important qui différencie mon travail de celui qui a pu être fait par d'autres historiennes. Je pense à Michel Zancarini-Fournel, qui avait écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « Les luttes et les rêves ». Et le sous-titre, c'était l'histoire populaire de la France, mais elle, c'est vraiment une histoire des classes populaires. Donc assez proche de Wardsin, parce que Wardsin disait souvent, jusqu'à maintenant, il a écrit ça dans les années 70, il disait jusqu'à maintenant on a fait l'histoire des chasseurs, moi j'ai voulu faire l'histoire des lapins. Alors moi je dirais, pour me situer par rapport à Zinn, que moi j'ai voulu faire l'histoire de la chasse. Vous voyez, c'est-à-dire, pour moi le populaire c'est une relation sociale. Bon, je dois ça à ma formation, moi je travaille avec Pierre Bourdieu. Donc j'ai une formation sociologique également. Donc là, voilà, c'est une problématique sociologique qui consiste à ne pas réifier, comme on dit, les classes populaires, et à croire que lorsque un ouvrier ou un paysan prononce une phrase, ça sort vraiment du tréfonds de sa propre culture. Il y a toujours une relation de domination. Et ça, on pourra en parler si ça vous intéresse avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que dans le populaire entendu comme relation sociale, ça permet de prendre en compte aussi la construction des représentations, qu'elles soient statistiques d'ailleurs ou autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup statistique, dans le passé, ça l'était moins, mais les étiquetages, les images, voilà. On constate que la plupart du temps, c'est au départ, donc il y a une construction, une représentation des classes populaires,
les classes populaires, ou une partie des classes populaires s'en emparent et les transforment. Donc c'est cette dialectique-là qui m'a intéressé. Je vais vous donner un exemple littéraire. Je pense que vous vous intéressez quand même un petit peu à la littérature. Hein. C'est un exemple emprunté à Victor Hugo. En 1841, Victor Hugo a été élu à l'Académie française et dans son discours, il utilise le mot populace. Le mot populace, en fait, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque c'est encore plus fort, c'est une insulte. Hein. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, on est sous la monarchie de Juillet, il y a des ouvriers écrivains qui commencent à tenir des journaux. C'est la grande époque des journaux ouvriers. Et on a donc un de ces journaux qui s'appelle La Ruche Populaire, qui est tenu par un menuisier qui s'appelle Vinsart. Jacques Vinsart. Et Vinsart va prendre sa plume et répondre à Victor Hugo. Et il va dire, vous nous avez humiliés avec ce terme de populace. Et donc, Hugo, ça qui est intéressant, c'est que Hugo, peut-être à la différence de notre président de la République actuelle, va être très très affecté par ça. Très affecté. Parce que, très souvent, chez les élites, et vous qui appartenez presque au monde des élites, quand vous écoutiez aussi ça, ce n'est pas par ce qu'on appelle le mépris de classe, ce n'est pas un mépris délibéré, c'est une méconnaissance. De même qu'autrefois, eh bien, les explorateurs, les colons, etc., pouvaient avoir une vision finalement méprisante des populations qui colonisaient, parce qu'ils ne connaissaient pas leur culture. Donc c'était plus une forme d'ethnocentrisme qu'un mépris volontaire. Et là, c'est ce qui se passe avec Hugo. Hugo, il vient, lui, dans les élites, voilà, de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, etc., littéraire. Il n'avait pas conscience que ce mot populace était une insulte. Et donc, il répond, alors, les intellectuels ont toujours des réponses à tout, hein, c'est bien connu. Donc, il répond à Vinsart, voilà, mais c'est un peu alambiqué, mais au fond de lui-même, il va avoir un cheminement. Et il était en train d'écrire Les Misérables à cette époque-là. Au début du roman, Les Misérables, ça veut dire les bas-fonds de Paris, c'est très très péjoratif. Et au fur et à mesure, il a cette petite musique qui lui vient de Vinsart, qui lui reste dans la tête. Et il va élaborer un roman où il y a une image beaucoup plus positive des classes populaires. Donc vous voyez, ça pour moi, c'est un exemple très intéressant de cette dialectique que permet la démocratie quand elle s'applique réellement. C'est-à-dire que vous voyez, en fait, c'est les dominants qui dominent, évidemment. Donc là, en l'occurrence, Hugo qui impose dans l'espace public sa catégorie, populace, mais il y a une réaction de ceux qui sont nommés ainsi. Et c'est grâce à cette réaction qu'il y a une évolution qui affecte également la représentation des classes dominantes. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est un peu le fil conducteur de mon livre. C'est pour ça que je termine ce livre par Macron, puisque quand j'ai écrit ce livre, c'était au moment des élections de 2017, tout le monde présentait ça comme une grande révolution historique, hein, donc je me suis dit, il faut que j'analyse ça, mais, et ça touche à un autre point, je vais en dire deux mots, puis il peut revenir dans la discussion, comment pouvais-je le faire, hein? C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas sortir de mon rôle d'historien, je ne suis pas là pour utiliser l'histoire pour faire de la politique. J'ai toujours critiqué ça, je pense qu'on peut être citoyen par ailleurs, mais que le chercheur doit avoir une autonomie, sinon ils iront avec les principes de base de son métier. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais comparer le programme de Macron, son programme politique, qui s'appelle Révolution, j'allais comparer la façon dont il utilisait l'histoire pour justifier son programme libéral avec ce que j'avais, moi, raconté dans mon propre livre sur l'histoire populaire de la France. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est que l'histoire est très présente, hein, si vous regardez, vous verrez, dans ce programme présidentiel, mais les classes populaires sont totalement absentes. Il y a une sorte d'aveuglement, de cécité complète dans la vision de l'histoire chez Emmanuel Macron, qui est, à mon avis, typique de sa classe sociale, hein, parce qu'il n'a pas écrit son programme tout seul. Hein. Donc, évidemment, ça corrobore, vous disiez tout à l'heure, ceux qui ne sont rien, etc., c'est-à-dire qui ne sont pas des lapsus, finalement, c'est une sorte de réflexe, comme ça, d'une vision du monde où seuls les élites comptent. Et finalement, le mouvement des Gilets jaunes a fait ce que Vinsart avait fait au XIXe siècle, c'est-à-dire ce mouvement social
a rappelé l'existence de ceux qui étaient quasiment devenus invisibles et qui étaient traités d'une façon très très négative ou humiliante par les élites. Et ça a permis je pense, d'ouvrir de nouveau une réflexion sur le rapport entre les élites et les classes populaires. Alors ça, évidemment, c'est aussi pour moi, parce que c'est trop facile de s'en prendre uniquement à Macron. On est dans une politique, dans un monde aujourd'hui où tout doit passer par des personnes très centrées sur des gens qui sont dénoncés à longueur de journée, etc. Mais en réalité, on sait très bien que les personnes, ils sont l'incarnation de rapports sociaux, de structures sociales. Donc au-delà de Macron, évidemment, ça va bien plus loin. C'est une vision qui s'est développée, à mon avis, au cours des 20 dernières années, consécutive au fossé qui s'est creusé, en France en tout cas, je crois que ce n'est pas vrai que pour la France, mais notamment en France, entre les classes populaires et les élites. C'est lié à la crise économique qui s'est développée à partir des années 70, où vous avez l'effondrement, du mouvement ouvrier qui s'était construit à la fin du 19e siècle, l'affaiblissement des syndicats, la faiblesse structurelle et ancienne en France des corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc progressivement, eh bien, quand un milieu social n'a plus de représentants, forcément il est éclipsé dans l'espace public. Donc c'est ce qui a donné cette invisibilité. On a focalisé le débat public sur la question des banlieues, qui est effectivement un problème majeur, mais très souvent la question des banlieues, elle a été vue à travers le prisme de l'immigration. Donc il y a eu tout un enjeu, on peut en parler, parce que c'est des luttes sociales qui se mènent aussi dans les représentations de la société, entre les forces de droite et les forces de gauche. Et du coup, il y a une sorte je dirais pas de consensus, mais enfin d'hégémonie qui a été, à mon avis, qui s'est développée autour du regard porté par plutôt les conservateurs, visant à présenter les problèmes sociaux comme des problèmes d'immigration. Donc ça a eu des effets considérables, parce que du coup, les questions sociales ont tendance à être marginalisées, et le mouvement des Gilets jaunes les a fait ressurgir à un autre niveau, là où personne ne les attendait, puisque ce n'était pas dans les banlieues, mais plutôt les ronds-points, les zones périphériques, etc. Et du coup, ça a ouvert un nouvel espace où on peut reprendre la réflexion sur, finalement, aussi, nous, notre travail. Parce que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que je montre aussi historiquement, je pourrais prendre des exemples par la suite, ça nous interroge, nous, en tant que chercheurs, en tant que sociologues, en tant qu'historiens, en tant qu'artistes, etc., sur nos propres pratiques. Donc, moi, j'ai vu aussi ce moment-là comme une interrogation sur notre rôle social, parce que quelle est la finalité de notre fonction sociale? Donc, c'est aussi d'être au service, je dirais, du peuple dans ses différentes composantes, et donc on ne peut pas se satisfaire d'une situation où finalement la majorité des gens sont exclus. Donc voilà, donc ça a amené à un débat donc, dans lequel il y a des positions différentes. Donc moi je fais partie de ceux qui avaient été invités par Emmanuel Macron au grand débat des intellectuels, vous avez peut-être suivi ça. J'ai refusé d'y aller, alors que parmi à l'école des hautes études, il y a eu 7 directeurs d'études, directrices d'études qui ont accepté d'y aller. Donc ça fait, je ne dis pas, une intense polémique au sein même de l'école. On voit bien qu'il y a des contradictions qui traversent aussi nos institutions. Moi, l'école des hautes études telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne ressemble plus tellement à l'école des hautes études que j'ai connue quand j'y suis entré. L'école des hautes études, c'était quand même une institution qui était connue pour ses grandes figures contestatrices, dissidentes. Pas Pierre Vidal-Naquet, Bourdieu, Derrida, etc., Roland Barthes. Bon, voilà, aujourd'hui, on a quand même une logique où on a plutôt une majorité de gens qui considèrent qu'il faut être les auxiliaires des institutions. Ce qui explique aussi que je pense qu'il y a 20 ans, personne ne serait allé au grand débat d'Emmanuel Macron. Alors qu'aujourd'hui, voilà. Bon. Alors après, là, on entre, vous voyez, il n'y a pas de réponse scientifique à ça. Moi, je respecte. Moi, je n'aime pas les polémiques où on met en accusation les personnes. C'est une tendance fâcheuse en France, parce qu'au fond, qui a la preuve scientifique que telle ou telle façon d'agir pour disons, un chercheur dans l'espace public est meilleure qu'une autre? Au
fond, c'est des croyances. Donc on a le droit d'avoir une diversité de points de vue sur ces questions-là. Mais on voit bien quand même une évolution et je pense quand même un recul d'une posture un petit peu de l'intellectuel critique, enfin du chercheur engagé, essayant de construire une pensée autonome et un petit peu critique par rapport aux institutions. On est là dans une situation, sauf sur certains peut-être segments, on pourra y revenir, mais en tout cas en ce qui concerne les questions des classes populaires, oui, il y a un recul, et on le voit même par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, il y a des clivages, il y a un certain nombre de sociologues qui sont engagés, qui soutiennent, qui participent pour essayer aussi de donner de la consistance à ce mouvement qui manque singulièrement quand même de lien avec les artistes, avec les chercheurs, etc. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont extrêmement hostiles à ce mouvement. J'ai eu moi-même une polémique avec un historien très connu qui s'appelle Patrick Boucheron, que j'ai eu d'ailleurs comme élève dans un temps très reculé, mais où voilà, je trouvais que les propos qu'il tenait sur un domaine qu'il ne connaît pas, puisqu'il est spécialiste du Moyen-Âge, il faut toujours faire attention aussi du rapport aux journalistes, hein, je dis ça aussi peut-être pour le futur. Les journalistes ont toujours tendance à essayer de vous tirer au-delà de votre compétence. Hein. Donc moi, j'ai eu pour principe déontologique aussi de ne parler de ce que j'ai étudié. Et donc, constamment, on est confronté à ce problème-là. Et très peu résistent par le fait. Donc, on est amené à généraliser, etc. Et c'est, à mon avis, regrettable et il faut critiquer ça. Moi-même, je peux vous dire, travaillant sur l'immigration, qu'il ne se passe pas depuis 20-30 ans, j'allais dire 2 semaines, sans qu'un journaliste vous appelle pour vous demander ce que vous pensez de la dernière petite phrase de Sarkozy, de Valls, de celui-ci, de celui-là, etc. Et quand on leur dit, mais moi je n'en sais rien, je n'ai aucune compétence pour parler de la petite phrase qui vient de sortir, etc. C'est pas ça mon job, vous comprenez? Respectez-nous aussi en tant que chercheurs. Hein. Alors, certains le font, hein, je veux pas, il faut faire attention de ne pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Vous savez, des journalistes, c'est un métier difficile aujourd'hui. Il y a des journalistes qui font leur boulot, avec qui on a des liens. Il faut avoir des liens parce qu'ils transmettent nos connaissances dans des langages qu'ils savent utiliser, etc. C'est très utile. Mais dans les médias dominants, j'entends, hein, notamment les télés, maintenant avec les chaînes d'infos continues, etc., ça devient de plus en plus difficile. Et là, on vous utilise simplement pour cautionner des éléments qui sont déjà constitués. Donc ça, c'est un gros problème. Et on est toujours dans le dilemme, savoir j'y vais pas, etc. Bon. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, la domination sociale, intellectuelle, etc., c'est plus tellement dans les réponses. On est dans des démocraties où tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Avec les réseaux sociaux, surtout. Hein. Vous pouvez tous avoir votre blog, votre ceci, votre cela, votre Facebook, Twitter. Bon. Le pouvoir, il est dans les questions. Qui maîtrise le questionnement? C'est là qu'il y a un enjeu. Parce que, selon que vous allez orienter le débat politique autour de telle ou telle question, vous allez évidemment donner de la visibilité à tel ou tel groupe, à telle ou telle manière de faire, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas céder. Quand un journaliste vous impose une question, vous dites non, c'est pas ma question. Donc voilà, il y a un enjeu qui est aussi, je pense, de déontologie, de défense du statut du chercheur autour de ce problème du questionnement. Parce qu'évidemment, ça dépend de ce sur quoi vous travaillez, hein, c'est variable. Mais moi, travaillant sur les questions d'immigration, constamment, je me suis heurté à des gens qui voulaient absolument à toute force me dire que l'immigration était un problème. Moi, mon travail ne m'amène pas à conclure ça. Hein. C'est pas un problème, ou alors un problème scientifique. Mais un problème scientifique, c'est pas un problème politique. Donc, toute une série de choses sur l'intégration, etc., pour moi, sont de faux problèmes. Vous voyez. Donc, voilà, on est, vous voyez, là, à la limite du scientifique, de l'éthique, du politique, etc. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là, hein, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais... sauf si vous voulez que je continue, moi je peux parler, je suis programmé pour ça. On va commencer les questions. Voilà. Donc, vous disiez que vous aviez fini votre livre en parlant d'Emmanuel Macron. Première question qui est un peu
demi-question. Vous lui avez envoyé, vous l'avez dédicacé, en disant, en espérant que cette histoire populaire vous sera utile. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il l'a lu et est-ce qu'il vous a répondu? Alors effectivement, justement, ça me permet de rebondir sur ce que je disais. Par rapport à certains, j'allais dire, collègues qui avaient été aussi invités, vous savez, à la grande réunion avec les intellectuels, qui ont exprimé publiquement qu'ils n'y étaient pas allés dans des termes que je trouvais, moi, assez insultants à l'égard de Macron. Moi, je respecte tout le monde. Je veux dire, je respecte aussi le président de la République. Pour moi, ma conception de l'égalité, c'est justement que, voilà, bon, c'est un individu qui mérite aussi le respect. Les seuls qui ne méritent pas le respect, pour moi, c'est les racistes, c'est-à-dire ceux qui manquent de respect à l'égard des autres. Mais on ne peut pas dire ça, même si les petites phrases, les paroles, voilà, un peu de mépris de classe, etc., c'est un fait. Mais ceci dit, c'est pour ça que, comme je parlais de Macron dans ma conclusion, je lui ai envoyé mon livre. L'éditeur a été un peu, comment, il s'était estomaqué. J'ai dit non, je l'avais déjà fait dans le passé, j'avais envoyé le procès français à Mitterrand, je veux dire, bon voilà, c'est pas pour ça que je suis complice du pouvoir, etc. Je suis toujours resté en dehors de ça, ça ne m'intéresse pas, etc. Bon bref. Et donc effectivement, je lui ai envoyé et il m'a répondu, une réponse manuscrite, donc, sauf s'il a des faussaires dans son équipe, c'est lui qui l'a écrit, en disant effectivement qu'il allait le lire attentivement et qu'il en tirerait certainement beaucoup de profit. C'était 2 mois avant le moment des Gilets jaunes, et effectivement, ma petite exergue, elle était un peu ironique. C'était ce moment où il commençait à plonger dans les sondages, et tout le monde lui reprochait de ne pas être coupé du peuple, etc. etc. Bon. Voilà. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il l'ait vraiment lu. Hein. En tout cas, il n'en a pas tiré beaucoup de profit, puisque, sauf à un petit moment où il a été un peu ébranlé au mois de décembre, là, il est revenu finalement dans une logique traditionnelle, comportement, parce que voilà, je ne me faisais pas non plus trop d'illusions. On n'a jamais vu dans l'histoire de France des gens qui fassent des volte-face comme ça pour se transformer complètement. Il y a une sorte de cohérence, et même dans son intérêt à lui, vu la base électorale qu'il a aujourd'hui, il n'y avait pas intérêt à vraiment changer. Donc voilà. Malgré tout, il y a eu cet embryon de dialogue. Et j'ai dit aussi, d'ailleurs dans ma réponse quand je n'ai pas voulu aller au grand débat, que si j'étais invité, pas forcément par le président, mais par les instances dirigeantes, pour présenter les cahiers de doléances de l'éducation populaire, j'irais le faire. Parce que l'éducation populaire, ça fait 10 ans que je travaille dans l'éducation populaire, c'est un secteur sinistré, les budgets sont de plus en plus limités, les travailleurs sociaux, tous ces gens qu'il faut bien voir sont les enseignants, les travailleurs sociaux, c'est le pilier de notre société, c'est eux qui maintiennent la cohésion. Donc ces gens-là, il faut les aider, etc. Donc voilà, moi je connais bien ce problème-là, je vois les difficultés actuelles, je serais prêt à aller en parler, c'est pas que je refuse de le faire. Mais dans l'état actuel des choses, ce débat, il était bidon, voilà ce que je pensais. Donc voilà où j'en suis dans mes rapports avec la présidence de la République. Et concernant toujours ce mouvement des Gilets jaunes, on est toujours dans cette contestation entre dominant-dominé. Quand on lit des banderoles où il est inscrit la France d'en bas contre ceux d'en haut, on est vraiment au cœur de ce que vous évoquez dans votre livre. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut mettre un terme à cette crise? Parce que 5 mois après, le gouvernement a essayé de prendre des mesures, a mis en place un grand débat national, et pourtant les gens sont toujours dans la rue. Alors, faut bien voir que dans le... Ça d'ailleurs, je vous montre ce que je n'ai pas. Et je pourrais vous le laisser d'ailleurs. Un petit livre là, qui sort la semaine prochaine, qui développe un peu les entretiens que j'ai faits avec un journaliste du Monde qui s'appelle Nicolas Truon. C'est une coédition entre Aube et Le Monde. Voilà, qui est donc sur ça s'appelle les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire. Ça approfondit un peu ce que pas cette bibliothèque ou ici on va mettre. Oui, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que moi je ne considère pas que tout ce qui sort de la bouche d'un gilet jaune est forcément parole d'évangile, comme on disait autrefois. C'est-à-dire, ça c'est du populisme. Vous voyez, le populisme, ça existe. J'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, on pourra en discuter, mais ça correspond à des choses réelles que les sociologues ont étudiées depuis longtemps. Le populisme, c'est des luttes à l'intérieur du champ intellectuel pour s'approprier, vous voyez,
des propos venant des classes populaires. Et donc là, dans certains comportements de la part des Gilets jaunes à l'égard de ceux d'en haut, il y a aussi des choses que je ne partage pas. Je ne crois pas que forcément, parce qu'on appartient à un milieu populaire, on a la vérité. Et surtout, je ne crois pas que les classes populaires puissent se passer d'alliance. Vous voyez? Donc, voilà, on a effectivement... Alors, d'un autre côté, effectivement, si cette crise perdure, c'est qu'il n'y a aucune écoute du côté du pouvoir. C'est-à-dire que par rapport aux revendications qui ont émergé, qui étaient contre les injustices fiscales, etc., le débat a été clos dès le départ. Le président de la République a dit qu'il ne reviendrait pas sur l'ISF, enfin bon, etc. Donc du coup, on comprend qu'il y a une frustration de la part des Gilets jaunes, même si le mouvement s'est quand même rétréci au niveau, en tout cas, des gens qui sont engagés, parce qu'il faut voir les différents niveaux. Hein. Donc, c'est ce qui explique que la crise puisse perdurer. Mais si on veut prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, et analyser les raisons structurelles de ce mouvement, moi, j'ai dit que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il faut le mettre sur le même plan que l'élection de Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui surgit de nulle part, comme ça, qui s'impose sans parti politique, sans expérience politique, et qui devient président de la République. C'est complètement inouï dans l'histoire de France, ça ne s'était jamais fait. Hein. Donc voilà, Gilets jaunes, élection de Macron, mais je dirais élection de Trump aussi, aux États-Unis. Parce que c'est un peu le même processus, hein, personne ne l'attendait, etc. Et puis Brexit, par exemple. Tous ces événements-là, pour moi, peuvent être reliés autour d'une matrice commune qui est le passage d'une démocratie de parti à une démocratie qu'on appelle une démocratie du public. Alors là, je me réfère à des travaux de philosophie politique, et notamment d'un livre de Bernard Manin, ça vous intéresse, vous pouvez, c'est un livre déjà ancien, qui date des années 90, je crois, où il explique un petit peu ça. Donc c'est assez abstrait, mais je trouve que ça correspond bien on peut faire un grand usage de ce livre, donc Bernard Manin et Maïen, je ne me rappelle plus le titre du bouquin, mais bon. Et voilà, la démocratie du public, si vous voulez, c'est une démocratie où les partis politiques ont perdu la capacité d'animer la vie politique, l'espace public. C'est-à-dire que l'affaiblissement des partis font qu'ils sont maintenant de plus en plus à la remorque des médias. Et un exemple très simple, si vous voulez, c'est que quand vous avez dans les années 50-60, Maurice Thorez, donc le secrétaire du Parti communiste, parlait au nom de la classe ouvrière, aucun journaliste n'aurait osé le contredire. Hein. Aujourd'hui, si Mélenchon parle au nom de la classe ouvrière, aussitôt, vous avez un journaliste qui va lui sortir le dernier sondage. C'est les sondages maintenant qui déterminent ce que pensent les Français. Ce ne sont plus les partis politiques. De même, les grandes controverses, très souvent, elles correspondent à des impulsions qui viennent vous voyez, des journalistes, des médias, etc., ou des réseaux sociaux. Enfin bon. Donc on a là une mutation extrêmement importante qui, du coup, ce que dit Manin, justement, il dit, c'est pour ça que les électorats sont devenus beaucoup plus volatiles. Autrefois, les électorats, ils construisaient, c'était plus net dans d'autres pays que la France, mais en France aussi, ils construisaient aussi une identité. Par exemple, dans l'électorat du PC, bon, vous aviez 25%, 20% de gens qui votaient PC depuis le Front populaire jusqu'aux années 70. Voilà, c'était un élément de leur identité. Une fidélité, un engagement parfois même localement, militant, etc., la fête de l'UMA, voilà, toute une série de choses comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est-à-dire, c'est volatile, c'est-à-dire c'est comme quand les gens vont au supermarché. Ils vont au supermarché, ils vont prendre le produit du moment, qui a une promotion, ou je ne sais pas quoi, etc. Et donc, il y a le supermarché d'idées politiques. Donc, du coup, vous voyez, oui, voilà. Donc, les professionnels de la politique, très souvent, s'adaptent à ça. Vous avez eu Chirac qui a fait de la fracture sociale à un moment donné, ou bon, vous avez, bon. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des électorats plus volatiles. C'est démontré. Il y a des études sociologiques sur le Front National qui prouvent que, contrairement au Front National, ne ressemble pas du tout au parti d'extrême droite des années 30. Il y a une évolution très nette. Et on a donc un électorat qui est plus volatile, qui peut aller d'un autre côté, etc. Donc,
Ça change le marché politique et ça change aussi la logique des luttes sociales. Donc des mouvements comme... Alors il y avait une Nuit debout, hein, vous aviez une Nuit debout, des mouvements, c'était pas tout à fait les mêmes sociologiquement qui participaient, mais bon. Donc voilà, on aura, moi je pense que maintenant on va vivre comme ça, avec des mouvements comme ça qui peuvent perdurer, qui en fait n'engagent peu de monde. Il faut bien voir que les Gilets jaunes, au maximum, ça a été 200 000 manifestants dans toute la France. C'est beaucoup moins que les manifestations des cheminots, des fonctionnaires, dans le passé, statistiquement. Mais dans l'impact médiatique, ça a été beaucoup plus important. Donc il faut tenir compte de ces mutations. Donc l'enjeu maintenant, c'est comment, à partir de là, construire des alternatives politiques. C'est ça le gros problème des Gilets jaunes. Parce qu'à force de dire on veut plus de représentants, on veut pas être récupéré, ceci, cela, ben oui, on est dans des logiques où on continue à tourner en rond, c'est le cas de le dire, avec les ronds-points, mais voilà, il n'y a pas d'issue. Ou alors, quand il y a des politisations, elles ne vont pas forcément dans le sens qu'on souhaiterait. Voilà la contradiction. Pour revenir à votre livre, Une histoire populaire de la France, que vous avez publié en septembre dernier, l'étude des milieux populaires semble être aujourd'hui un objet d'étude en plein essor. Vous avez notamment évoqué le livre de Zancarini Fournel, Débuter les rêves. Comment expliquez-vous cet intérêt depuis quelques années pour ce pan de l'histoire française ? Je ne serais pas aussi affirmatif que vous. Hein. Il se trouve qu'effectivement, il y a eu une conjoncture comme ça où plusieurs ouvrages concernant l'histoire populaire sont parus. C'est une conjoncture, je dirais, éditoriale, pas forcément scientifique. Alors ça m'amène à préciser aussi un autre point, c'est que moi j'ai toujours tenu à distinguer, par respect aussi pour mes lecteurs, le type d'exercice que je faisais. Pour moi, il y a une différence entre des ouvrages savants. Dans ma bibliographie, si vous voulez, je distingue les ouvrages savants, les essais et les synthèses. L'histoire populaire de la France, c'est une synthèse. C'est-à-dire, je n'ai pas été aux archives spécialement pour publier ce bouquin. Or, un historien se définit comment? Le réflexe, c'est de dire, il va aux archives. La compétence d'historien, c'est d'aller aux archives. Mais quand vous regardez les bibliographies des historiens, vous voyez bien que les travaux qui sont vraiment sur archives sont en général une minorité. Donc il y a les travaux savants qui reposent sur un travail d'archives, il y a les essais, bon, j'ai fait un certain nombre d'essais sur les intellectuels, etc., qui sont des interventions assez rapides, pas très approfondies, mais qui positionnent dans un domaine particulier en fonction d'une conjoncture. Moi j'avais écrit un petit bouquin sur l'identité nationale, par exemple, etc. Bon. Et puis il y a les synthèses. Donc les synthèses, l'histoire populaire de la France, c'est une synthèse. Chaque exercice a sa légitimité, chaque exercice a ses critères propres d'évaluation. Donc voilà, je dirais que c'est plus au niveau des synthèses. Mais quand on regarde le champ des publications savantes, par exemple les articles dans les revues spécialisées, vous vous rendrez compte que l'histoire populaire n'est pas spécialement repartie à la hausse. Hein. Il y a une évolution, même dans les travaux d'histoire, j'allais dire critiques. Ce qui a pris une grande importance depuis 20 ans, ça va être l'histoire du genre, l'histoire des minorités. Vous voyez, ces thématiques qui sont importantes, qui avaient été sous-estimées avant, mais auxquelles je reproche, moi, souvent, de ne pas être articulées à l'histoire sociale, c'est-à-dire la connexion entre le social et ces domaines-là. Voilà, ça c'est des... Moi, je vois bien aussi avec les jeunes chercheurs, avec ça, c'est des questions qui sont plus explorées que le populaire. Alors, peut-être qu'on est... Parce que très souvent, les objets d'étude des chercheurs sont aussi liés à la conjoncture politique. Et je pense que, par exemple, toutes les logiques de lutte antiraciste, etc., ou le développement du féminisme, etc., avaient amené dans le champ de la recherche la prise en compte de ces questions-là. Et donc aujourd'hui, peut-être avec le mouvement des Gilets jaunes, le retour de la réflexion sur le populaire, ou du social, hein, plus généralement, va faire en sorte qu'on va avoir à nouveau des travaux là-dessus, ce que j'espère, mais pour le moment, c'est pas très net au niveau scientifique. Hein. Donc il faut distinguer quand même les niveaux quand on parle d'un retour ou d'un engouement pour tel ou tel domaine. Et avant cette histoire populaire, vous avez été dans les premiers à traiter l'histoire de l'immigration en France. Et comment s'est passée la transition? Quel est le lien entre ces deux types d'histoires? Et
enfin, en quoi ça vous a influencé dans vos définitions du populaire, des classes populaires? Ben, disons que pour moi, l'histoire des migrations, comme l'histoire coloniale, que j'aborde beaucoup dans le livre, c'est une dimension du populaire. Enfin, c'est l'angle sous lequel je la regarde. Et donc, quand effectivement, moi j'ai commencé par des études, alors, si vous avez fait les classes prépa, parce que en général les classes prépa n'ont lu que ce bouquin-là de moi, c'est Les ouvriers dans la société française, qui est devenu un classique. C'est le livre que j'ai plus vendu avant le dernier. Alors que j'ai eu aucun compte-rendu dans la presse, hein, parce qu'il était quasiment obligatoire dans la classe prépa, donc merci les institutions scolaires. Bon, mais donc j'ai commencé par là, et puis après, effectivement, j'ai bifurqué vers l'histoire de l'immigration, mais pour moi, c'était un peu dans la continuité. C'était une dimension de l'histoire populaire qui avait été négligée, donc sur laquelle je me suis investi. Et souvent, évidemment, quand on débute dans nos métiers, il faut choisir des créneaux qui ont été peu explorés. C'est un petit peu aussi un pari, puisque, bon, moi, c'était pas forcément pour des raisons académiques que je me lançais là-dedans, mais quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, c'était pour dire les choses très précisément. Donc j'ai été, moi, après avoir passé les concours, j'ai été nommé, mon premier poste, c'était un poste d'enseignant dans un collège dans la banlieue d'une ville industrielle lorraine qui s'appelle Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Et j'y suis arrivé au moment où il y a eu des grandes grèves, parce que c'était la liquidation de la sidérurgie. Un moment très important, j'en parle dans mon dernier livre. Et donc, j'ai participé à ces grèves qui étaient impressionnantes dans la mobilisation des ouvriers, dans la diversité aussi des revendications. Puisque au début, c'était une lutte pour l'emploi, et puis qui s'est ouverte pour une lutte pour avoir le droit à la parole. On retrouve exactement la même chose avec les Gilets jaunes, et donc ça a donné lieu à l'une des premières radios libres, parce qu'à l'époque, les radios, comme on a aujourd'hui, privées, étaient interdites, hein, encore. Et donc la CGT s'est lancée dans la mise en place d'une radio libre qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus qui existe. Moi, je faisais les émissions d'histoire à cette radio. Donc je dis souvent aux journalistes, que je critique souvent les journalistes, alors je dis, moi j'ai été journaliste avant d'être historien, donc j'ai rien contre les journalistes, mais en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que les gens qui parlaient de cette lutte, qui a eu un grand impact, bon, il y a eu des sociologues, il y a eu des tas de gens qui sont venus là-bas, mais ils ne comprenaient pas cette lutte parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire propre de cette région. En fait, cette région, c'était un monde ouvrier qui s'était construit grâce à l'immigration. C'était le premier arrondissement de France pour le taux d'immigration depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70-80. Donc on avait eu toutes les immigrations. Et belges, luxembourgeois au début, parce que c'est la frontière, puis italiens, polonais, arméniens, russes, ukrainiens, slovènes, enfin, etc. Et plus récemment, algériens, marocains, portugais, etc. Donc on est vraiment là un melting pot. Et tous ces gens-là s'étaient intégrés, on pourrait dire, au sein d'une société ouvrière. C'est ça qui était tout à fait fascinant. Et c'était ça que le capitalisme était en train de briser, si vous voulez. En liquidant les usines, on liquidait à la fois le sens qu'ils avaient donné à leur vie, leur univers, leur culture, etc., etc. Et la violence de cette lutte, parce que cette lutte était une lutte infiniment plus violente que ce qu'on nous raconte sur les Gilets jaunes. Moi, je me souviens, parce que j'ai participé. Je n'étais pas au premier rang. Hein. J'étais prudent, quand même. Courageux, mais pas téméraire. Comme on dit. Je laissais faire les gros bras de la CGT devant. Mais, par exemple, on a encerclé le relais de télé. Hein, et on a passé, c'était la première télé libre. À l'époque, c'était des diapos. Hein, on passait des diapos. Oui, c'était vraiment la préhistoire de l'audiovisuel. Parce que les ouvriers étaient mécontents de la façon dont on parlait de leur lutte à la télé. Vous voyez, déjà, vous voyez, comme quoi il n'y a rien de neuf. Hein, ça reproduit. Il y a eu aussi l'encerclement du commissariat de police et des CRS qui reculaient face. Bon, enfin, je veux dire, bon, c'était des opérations coup de poing, ils appelaient ça comme ça pour attirer l'attention des médias. Enfin, bon, ça a été vraiment une expérience tout à fait saisissante, mais la population soutenait à fond parce que, au-delà de l'emploi, c'était leur identité collective qui était menacée. Donc c'est ça, moi, ça m'a frappé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ma thèse sur cette région-là. Donc l'histoire. Ma conception de l'histoire, et à ce moment-là, j'ai tissé des liens avec Pierre Bourdieu, etc., parce que
ce qui était fascinant, c'est aussi la question des porte-paroles. Qui parle à la place des autres? Donc c'était déjà la question des intellectuels, des dirigeants syndicaux. Et Beaulieu venait de sortir son livre sur la distinction à ce moment-là, beaucoup intéressé. Voilà, donc tout ça s'est noué un peu au même moment. Et donc j'ai fait ma thèse sur cette région ouvrière avec une conception de l'histoire qui devait permettre de comprendre le présent. Le passé présent, comme on dit. Et elle a été publiée, elle va être rééditée, là, pour ceux que ça intéresse, dans les semaines qui viennent aussi, chez Agone toujours, où j'ai fait une préface où j'explique les mutations aussi, parce que le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, est né sur les décombres de cet ancien mouvement ouvrier. Il y a un lien, évidemment. Donc voilà comment mon intérêt pour l'immigration est né. Et puis après, je me suis rendu compte que ce que j'avais observé en Lorraine, ça valait pour l'ensemble de la France, bon, évidemment avec des différences, mais c'est pour ça que je me suis mis en route pour écrire le Creuset français. Mais quand j'ai travaillé là-dessus, je me souviens que mes collègues disaient mais t'es fou de travailler sur l'immigration, c'est pas porteur, on ne peut pas trouver un poste. C'est pour ça que je vous conjure des fois à essayer de sortir un peu de ça, parce que franchement... Et maintenant, après, quand j'ai été caïman, comme on dit à l'ENS, les élèves me disaient mais comment vous avez fait pour trouver ce créneau? Je ne raisonnais pas comme ça. Hein. Il y a un côté quand même dans nos métiers qui est un petit peu d'aventure intellectuelle ou de pouvoir sortir un peu de la routine. C'est ça qui donne quand même l'intérêt à nos professions. C'est pour ça qu'il faut aussi s'ouvrir. Moi, après, je me suis occupé. Donc après les années d'enseignement au collège, donc j'ai été recruté. Comme Prague, on disait Prague, à l'ENS, donc pour m'occuper d'un DEA, on appelait ça un DEA, aujourd'hui on dit master, mais un DEA expérimental de sciences sociales. Donc ça a été évidemment très intéressant, on a formé des tas de gens comme ça, certains d'ailleurs venant de l'ENSAE, qui avaient envie de faire des thèses, vous voyez, un peu interdisciplinaires, mais je me méfie avec ce mot, hein. Pour moi, l'interdisciplinarité, c'est la conjugaison de 2, à la limite 3 compétences, mais c'est pas tous azimuts. Hein. Donc on a formé comme ça pas mal de gens, qui après, maintenant sont souvent des collègues, etc. Mais voilà, c'était quand même aussi dans le prolongement de cette démarche qui visait à utiliser l'histoire au sein d'une perspective visant à éclairer le présent. C'est aussi à ce moment-là qu'on a créé la revue Jeunesse, que vous connaissez peut-être, qui rassemble des gens autour de cette notion d'historicité. Donc c'est l'idée que l'histoire est forcément une discipline essentielle pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est à ce moment-là que j'ai tissé des liens avec Alain Desrosières, qui était statisticien, et qui travaillait sur une perspective aussi socio-historique, sur l'histoire des catégories statistiques. Ça a été très utile aussi pour nous. Voilà un petit peu la démarche qui m'a amené à m'intéresser à l'immigration, en intégrant dedans la construction de la catégorie. Parce que immigration, c'est pas un terme banal. C'est un terme qui apparaît dans le vocabulaire français à la fin du 19e, qui est après catégorisé, enfin, toute une série d'étapes, qui combine le droit, les statistiques, la statistique générale de la France avant l'INSEE, etc. Donc c'était très intéressant pour nous de comprendre un peu tout ça, d'avoir un lien avec des gens qui avaient des compétences en statistique. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que les statistiques, c'est pas simplement quelque chose qui est à l'extérieur de la société. L'identité des personnes est aussi fabriquée par la statistique. Hein. C'est-à-dire les gens intériorisent aussi le regard que les statisticiens portent sur eux. Et ça devient aussi après des armes. Quand on est rangé dans une catégorie, eh bien, ça peut devenir un atout pour exiger tel ou tel avantage. Bon, donc on a les croisements entre la question nationale, la question des catégories socio-professionnelles, etc., qui s'est imposée. C'est comme ça que moi j'ai découvert tout ça, et que j'ai fait ce que j'appelle, moi, une socio-histoire plutôt qu'une histoire sociale. Voilà, c'est en ça que je me suis différencié d'autres historiens, dont je suis proche par ailleurs, mais qui font plutôt de l'histoire sociale, où ils ne s'interrogent pas trop sur la construction des catégories. Alors que nous, ça a été, grâce à cette pluridisciplinarité, un de nos soucis majeurs. Justement, vous parlez d'études socio-historiques, du fait que vous avez côtoyé Pierre Bourdieu. La sociologie a une place importante dans votre travail. Et je voulais savoir comment la sociologie et l'histoire s'articulaient quand vous commencez un travail de recherche.
quelle est l'influence d'une discipline sur l'autre dans vos travaux? Je vais prendre l'exemple de mon dernier livre, ça donnera un exemple concret. Dans mon dernier bouquin, donc, Histoire populaire de la France, donc l'idée c'était de remettre l'accent vraiment sur la question sociale. Et donc de revenir peut-être plus que ce que j'avais pu faire dans la période antérieure sur la notion de classe sociale. Donc, parce que moi c'était la formation que j'avais eue au départ, qui était une formation marxiste. Donc le concept de classe sociale, chez Marx, bon, il est évidemment important, mais il est son défaut, ce qui explique que j'avais pris un peu mes distances avec Marx, c'est qu'il est envisagé centralement autour de critères uniquement économiques. Chez Marx, c'est la position dans les rapports de production qui détermine la définition des classes sociales. Donc, je me suis rendu compte, chemin faisant, surtout quand j'ai travaillé sur l'immigration, que le marxisme, il manquait des choses à Marx pour comprendre le monde dans lequel on vivait, et les deux lacunes du marxisme, j'ai réussi les deux principales, à mon sens, lacunes du marxisme, j'ai réussi à les combler grâce à la sociologie. Alors ces deux lacunes, la première, c'est que Marx ne voit pas l'importance de l'État. Parce que Marx a écrit son œuvre avant que l'État devienne... bien sûr, l'État existait déjà avant, mais l'État qui pénètre profondément dans la société pour créer des lois sociales, pour catégoriser justement les personnes, etc., même pour les identifier. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'identification. Parce que catégorisation, ça va toujours avec identification. Si vous intéresse, là aussi, je pourrais y revenir. Mais voilà, ça marche, il ne voit pas. Il voit encore l'État comme une superstructure. Vous savez, c'est la vision d'un État libéral, en fait, où l'État, vous savez, c'est Guizot qui disait on ne fait pas de loi sociale parce que ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir dans les rapports sociaux. C'est le vrai libéralisme, ça. Hein, donc l'État en surface, et puis après, l'État et la société civile, comme on disait. Et ça change complètement à la fin du 19e siècle. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La nationalisation de la société française ». Ça signifie l'intervention de l'État profondément dans la société. Et ça, c'est les sociologues, puisque Marx, après Marx, les premiers grands sociologues, les premiers vrais sociologues, c'est Durkheim et Weber. C'est deux sociologues de l'État. Ils n'envisagent pas de la même manière, mais c'est quand même ce qu'ils découvrent, parce que ça se passe à leur époque. Et l'autre lacune du marxisme, c'est la question culturelle. Et ça, c'est Bourdieu qui me l'a appris. C'est-à-dire ce que Bourdieu appelle la domination symbolique. Et donc, j'ai intégré, moi, à la fois voilà, la sociologie de l'État, plus la sociologie du capital symbolique, dans mon travail sur l'histoire populaire de la France, même si je le fais sans faire de référence théorique, parce que je voulais que ce soit accessible à des publics qui ne lisent pas forcément les sociologues. Mais pour moi, ça a été une manière d'articuler voilà, les disciplines, l'histoire et la sociologie. Mais ce que je dis toujours, c'est que moi, j'utilise les outils des théoriciens, mais je ne me considère pas comme comment dirais-je, un affilié ou appartenant à une école. De même, moi, j'ai jamais voulu être considéré comme un chef d'école. J'ai toujours essayé, par rapport à mes étudiants, de leur donner des outils pour qu'ils utilisent et qu'ils construisent leur propre démarche. Voilà, l'autonomie, c'est ça. C'est pas de fabriquer des petits gourous. Moi, j'en ai vu tellement quand même autour de moi. J'ai vu ce que ça donnait. J'avais pas envie de faire ça. Bon. Et donc, voilà. Donc, pour certains points, j'utilise Bourdieu. Pour d'autres, je ne m'en sépare. J'explique ça dans mon livre qui s'appelle « Penser avec, penser contre ». Comment j'utilise de façon contradictoire les auteurs. Pour d'autres choses, je me suis beaucoup servi de Michel Foucault, par exemple, qui n'est pas sociologue, mais il y a beaucoup d'éléments. Je parle de tout ce que Foucault raconte sur les formes d'assujettissement, les relations savoir-pouvoir, tout ça, ça m'a servi pour certains aspects de mon travail. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le droit d'asile, la construction du statut de réfugié, etc. Voilà, je puise à d'autres moments, bon, il y a d'autres auteurs qui ont pu m'inspirer. Mais principalement, voilà, c'est ceux dont je viens de parler qui ont été essentiels. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions du public. N'hésitez pas. Allez.
là, j'entends pas du tout au sens propre du terme. En plus, j'ai une oreille bouchée parce que j'ai un rhume. Il faudra un micro quand même. Ou alors vous vous rapprochiez. Parce que vous faites comme les potages, vous êtes tous mis derrière. C'est pas sérieux. Ma question, c'est qu'est-ce que vous entendez par classe populaire? Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes représentent cette classe populaire? Et est-ce que où mettre les immigrés s'ils ne sont pas dans cette classe populaire? Oui, alors on m'a souvent posé cette question effectivement de la définition, j'allais dire quasiment statistique, des classes populaires. C'est vrai que je ne suis pas trop entré là-dedans dans mon livre, parce que j'avais connu une période où tous les débats ils tournaient autour de la définition stricte de la classe ouvrière, où ça commence, où ça finit, etc. C'est pas forcément très productif, mais je dirais, bon, classe populaire pour moi c'est, si vous voulez, les ouvriers, les employés, si vous voulez, voilà, grosso modo. L'ouvrier employé, aussi les petits artisans, enfin les commerçants, etc. Donc, ça pourrait se définir par les seuils que l'INSEE, j'ai plus en tête exactement les chiffres, mais donne au niveau des ressources, des revenus, le SMIC ou un peu plus du SMIC, etc. Pour moi, ça me suffit, parce que la sociologie montre que ces critères économiques déterminent aussi d'autres choses après, c'est-à-dire l'accès à la culture, le niveau de scolarisation, etc., etc. Donc dans mon esprit, les classes populaires, c'est ceux qui, en gros, n'ont pas accès directement à l'espace public. Hein. Voilà, on n'a pas de... Donc par exemple, une chose frappante aujourd'hui, c'est que vous avez à l'Assemblée nationale 0 ouvrier. Ça, pour moi, c'est une chose qui me frappe, alors qu'il y en avait plus de 50 sous le Front populaire. C'est-à-dire qu'on recule au niveau de la démocratisation, ça se pose là. Donc, je dirais, oui, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui, pour moi, relève des classes populaires. Et ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que les classes populaires ne sont jamais homogènes. Il y a toujours des tendances très contrastées. Si vous prenez le 19e siècle, par exemple, la révolution de 1848, grande révolution populaire, c'est de là que date en France le suffrage universel masculin, c'est-à-dire le suffrage universel étendu à l'ensemble des classes sociales. Eh bien, c'est une révolution qui est faite par les artisans parisiens. Mais les paysans, qui représentaient la majeure partie des classes populaires, sont totalement en dehors, et même hostiles. Et finalement, la révolution de 48 va s'écrouler, parce que la première fois que le suffrage universel masculin va être mis en œuvre, c'est en avril 48, eh bien la majorité qui va sortir des urnes, c'est une majorité réactionnaire, à cause du vote paysan. Bon, donc 36, le Front populaire, bon, pareil, grande lutte populaire, mais c'est un mouvement ouvrier. Ce sont les ouvriers d'usine qui obtiennent des avantages, des 40 heures, etc. Mais ça suscite un profond mécontentement et un sentiment d'injustice très fort chez les travailleurs, ce qu'on appelait les travailleurs indépendants, les petits artisans, les paysans, etc., qui étaient encore la majorité des classes populaires à l'époque. Donc vous voyez, on ne trouve jamais. Là où les mouvements sociaux marchent le mieux, c'est quand ceux qui sont à l'initiative réussissent à élargir le mouvement pour inclure d'autres composants. Au moment des Gilets jaunes, c'est un mouvement, effectivement, qui représente la fraction la moins dominée des classes dominées. Vous voyez, parce que, on l'a vu, c'est souvent des gens qui sont, qui ont quand même un salaire, qui sont souvent intégrés dans leur commune, etc. On voit très peu dans les Gilets jaunes les gens qui représentent les fractions les plus dominées, qui sont dans les banlieues, qui sont issus de l'immigration, etc. Donc il y a ce clivage-là qui existe, mais on ne peut pas, je pense, nier que les Gilets jaunes appartiennent aux classes populaires, même si c'est une composante seulement des classes populaires. Peu d'ouvriers d'usines, le monde des usines, des syndicats acteurs représentés, et peu des populations hyper marginalisées, des banlieues populaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a une issue possible au mouvement des Gilets jaunes, et si oui, laquelle?
les mouvements sociaux, on ne peut jamais prédire comment ils se finiront. Hein. C'est pour ça que j'ai été un peu désolé, et même plus que ça, de voir certains intellectuels, disons, condamner dès le départ le mouvement, parce qu'au sein des Gilets jaunes, certains avaient eu des propos, il y a eu des propos racistes ou homophobes, etc. D'abord, on n'a pas le droit de condamner l'ensemble d'un mouvement à partir des propos d'un seul. Pour moi, le but du racisme, c'est toujours comme ça. C'est de généraliser des propos marginaux. Et ensuite, un mouvement, c'est typique dans le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il commence très à droite, au fond, quand on regarde. Justement, j'explique dans ce livre qu'en fait, au départ du mouvement des Gilets jaunes, vous avez des journalistes qui se revendiquent de la droite, notamment un journaliste du BFM TV qui s'est lié aussi sur RMC, qui s'appelle Éric Brunet, qui avait enfilé un gilet jaune. J'ai retrouvé la vidéo, vous pouvez regarder. Il enfile un gilet jaune la veille de la manif du 17 novembre en disant « Allez tous à la manif, il y en a marre, on paye trop de taxes, etc. » C'est le discours patronal, vous savez, de payer trop d'impôts, etc. C'est un peu des fonctionnaires, enfin bon, voilà. Et donc ça commence comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, le Martinez de la CGT dit c'est un mouvement de droite, un mouvement de petits patrons, il n'a pas tort. Hein, pour ça qu'il refuse de les soutenir, etc. Il n'a pas tort. Au début, Brouette, ça, c'est un petit patron, etc. Bon, on voit bien qu'il y a une surreprésentation du petit patronat. Mais le problème, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'un mouvement, il évolue, il se transforme. Il y a une sorte d'imagination populaire, etc., de dynamique, et petit à petit, il va y avoir une évolution qui va amener le mouvement vers des revendications beaucoup plus, j'allais dire, progressistes, on pourrait dire, c'est-à-dire lutte contre les inégalités, etc. La question du climat qui a été quand même finalement intégrée, ou bon, la démocratie, la citoyenneté. Donc voilà, bon, donc il y a ce processus. Maintenant, ce que j'ai déploré aussi, c'est le fait que nos milieux sociaux n'aient pas été davantage solidaires. C'est-à-dire les artistes, par exemple. Ce que je montre dans mon livre aussi, c'est que les luttes populaires, depuis le Moyen-Âge, elles réussissent aussi, elles deviennent populaires au sens large du terme, quand elles ont une dimension festive. Quand ce qu'on appelait, par exemple, les rituels carnavalesques, peut-être plus Rabelais, bon, vous voyez, au Moyen-Âge, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, les révoltes paysannes, très souvent, ils tournaient en dérision les dominants, en les caricaturant, en mettant des masques, en faisant, vous voyez, et toute cette dimension festive donne une visibilité à un mouvement beaucoup plus intéressante que le fait d'aller casser des vitrines, vous comprenez? Ça, très rapidement, ça se retourne contre les gens qui font ça. Et là, les artistes, j'en connais beaucoup, parce que je travaille avec les gens de théâtre, ont été très très peu nombreux, sauf les milieux du cinéma, avec Ruffin, je conseille d'aller voir son film, qui va sortir le début avril, qui lui a senti tout de suite quoi, cette dimension, cette espèce d'empathie pour le mouvement, et ça a fait défaut. Et puis nos milieux aussi, sociologues, tout ça, bon. Il y a des sociologues qui ont été pour étudier le mouvement, mais ce mouvement, il a besoin de soutien, d'éclairage, d'outils. Moi, je pense que l'éducation populaire, elle est fondamentale. Mais eux-mêmes, les Gilets jaunes, ils sont extrêmement réticents. Alors, ça ne facilite pas les choses à notre égard. C'est pour ça que moi-même, j'ai été très modeste, très prudent. Enfin, je vais que lorsque vraiment les gens, je suis vraiment invité, etc. Parce que quelle image ils ont de nos milieux sociaux? C'est l'image qu'ils voient à la télé. Pour eux, l'intellectuel, c'est Finkielkraut ou Zemmour. Alors évidemment, comment voulez-vous que cette image-là, ils n'ont pas envie d'avoir encore des gens qui vont leur faire la leçon, ou leur dire qu'ils sont antisémites, ou je ne sais pas, populistes, ou ceci, cela. Ils ne savent pas même qu'il y a des gens dans nos milieux qui sont à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et qui simplement sont prêts voilà, à être modestement à leur écoute, puis à leur dire, ben, voilà, peut-être tel ou tel outil vous permettrait d'être plus fort dans votre combat. C'est ça que nous, on peut apporter. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mon association, que d'autres font. Mais voilà, c'est cette dimension-là, cette connexion-là qui manque, qui existait autrefois au sein du mouvement ouvrier, dans certaines structures. Voilà, mais c'est en cela, si on arrive à faire ça, je pense que le mouvement va se développer. On est encore à un moment où rien n'est réglé.
Parce qu'il y a aussi des tendances très contradictoires dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a de tout, encore aujourd'hui. Mais il y a, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement qui est né à Commercy, la petite ville dans l'est de la France, où là, on a vraiment des gens qui, potentiellement, peuvent faire évoluer les choses parce qu'ils ont des initiatives, déjà au niveau de la démocratie, une coordination nationale des comités de base, etc., s'ouvrir justement sur des milieux qui peuvent leur apporter cette culture, etc. Voilà, donc si ça perdure, si ça se développe, je pense que le mouvement des Gilets jaunes va aboutir à terme à une recomposition de notre démocratie. Mais ça va prendre du temps. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une période où on ne peut pas tomber plus bas. La gauche notamment. On ne peut pas imaginer plus bas. Donc forcément, ça c'est mon optimisme d'historien, forcément ça ne pourra qu'aller mieux par la suite. Dans toutes les périodes de désarroi comme celle d'aujourd'hui, je le montre aussi dans mon livre, il y en a une, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est vraiment une période d'intense désarroi. On a la liquidation d'un ancien monde, un nouveau monde qui tarde à apparaître, etc., etc. Puis petit à petit, les choses se recomposent, se restructurent, etc. Donc voilà, on est dans une période comme celle-ci et à nous de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Ça, c'est pas écrit d'avance. Donc voilà, il y a des potentialités, mais aucune certitude. D'autres questions ? Bonsoir. Vous aviez dit, je crois, que vous n'aimiez pas employer le terme populiste parce que vous le trouviez galvaudé, et vous aviez dit qu'on pouvait en parler. Du coup, si on peut en parler. Oui, parlons-en alors. Alors, le mot populiste, vous savez, c'est un terme qu'on utilisait, qui a longtemps eu un sens positif. Par exemple, au XIXe siècle, il y avait, alors pas pour tout le monde forcément, mais il y avait quand même les populistes russes, c'était des militants qui luttaient contre le tsar, qui allaient au devant du peuple, voilà, un courant politique, on pourrait dire révolutionnaire. Bon, ensuite, même en France, dans l'entre-deux-guerres, par exemple, il existait un prix littéraire qu'on appelait le prix populiste. C'était un prix qui récompensait des écrivains de milieux populaires, des paysans ou des ouvriers qui écrivaient des romans, etc. On leur accordait le prix populiste. Le terme a complètement changé de sens il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, où il est devenu péjoratif, quasiment une insulte. Et alors, il y a effectivement en sociologie, on l'utilisait déjà, pour dénoncer certains, au sein des élites, des gens qui se servaient, disons, du peuple pour défendre leur petite boutique, leur précaré, etc. Bon. Soit en magnifiant la parole populaire, bon, comme je le disais tout à l'heure, mais donc ça, on peut légitimement, effectivement, encore aujourd'hui, critiquer cela, hein. Mais en même temps, aujourd'hui, je dirais les élites dominantes, conservatrices, utilisent ce terme de populiste pour rejeter ou condamner toute forme de revendication qui viennent des classes populaires. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, ce que détestent par-dessus tout les élites, c'est les questions qui concernent leurs revenus, leur salaire, combien vous gagnez. Quand vous avez un gilet jaune qui, à la télévision, les yeux dans les yeux, pose cette question à un journaliste de BFM TV, il y a un peu un malaise, si vous voulez. Voilà. Donc, aussitôt, on dit c'est du populisme. Ben, je regrette, dans une démocratie, normalement, on doit pouvoir parler de son salaire et justifier, le cas échéant, qu'il y ait des différences de salaire. C'est pas pour... voilà, c'est fondé sur une compétence, enfin tout ce qu'on voudra. Mais que la question ne soit pas posée, ou, bon, on voit bien que là, on préfère parler après du communautarisme ou autre. On comprend tout à fait pourquoi. Donc, voilà, il y a une façon d'écarter un certain nombre de problèmes qui gênent les élites. Et évidemment, tout ce qui va concerner aussi de la domination. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a jamais été dans une situation où la concentration des médias est aussi forte aujourd'hui depuis les années 30. À la fin
sous Vichy, à la fin de Vichy, quand il y a eu la résistance, etc., l'une des premières décisions de la résistance, ça a été justement de mettre fin à ces monopoles qui s'étaient construits, monopoles patronaux, qui s'étaient construits dans la presse. À l'époque, c'était la presse écrite. Et progressivement, on est revenu aujourd'hui à une situation proche de celle des années 30, avec une poignée de milliardaires qui contrôlent tous les grands médias. Bon. Alors, je ne dis pas que ce serait insultant pour les journalistes, il y a malgré tout une autonomie des journalistes. Mais c'est une bataille, je connais suffisamment pour vous dire savoir comment ça se passe, une bataille pour défendre cette autonomie. Et vous savez que même aujourd'hui, un journal comme Le Monde, qui était l'exemple type de la reconquête d'une autonomie, parce que Le Monde, c'est le journal Le Monde, il a remplacé l'autre journal qui était l'équivalent du Monde avant, le journal de l'élite, si vous voulez, qui s'appelait Le Temps. Et Le Temps, progressivement, il avait dérivé, il avait fini par la collaboration avec Vichy, et donc il a été supprimé après Vichy, et Le Monde a pris la place. Sa place, fondée par Berry, et voilà, fondée sur une autonomie avec des actionnaires, des gens qui avaient vraiment voix au chapitre pour protéger, etc. Petit à petit, tout ça se remet en question. Vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont des milliardaires qui ont les parts et que ça ne va pas être vendu à un milliardaire tchèque. Enfin, toute une série d'enjeux très actuels pour savoir justement comment les journalistes vont continuer à préserver une certaine autonomie. Donc, même pour un journal pour Le Monde, alors je ne parle pas pour les chaînes télé, BFM TV, etc., qui sont privées, qui ne vivent que de la pub, qui sont tenues par des milliardaires. Pour CNews, c'est Bolloré, etc. Bon, donc on a là des enjeux très importants. Alors on comprend que les questions économiques ou ces questions de domination sociale soient exclues. Donc je pense que ce terme de populiste, voilà, il circule, il est utilisé pour stigmatiser toute personne qui va vouloir poser ces questions qui mettent en cause les privilèges et donc les inégalités sociales entre les classes populaires et les classes dominantes. Donc il y a une part de vérité dans ce terme de populisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit certains gilets jaunes dire moi je représente le peuple, donc ce que je dis c'est la vérité, enfin je caricature, mais bon, oui, je veux dire c'est du populisme, parce que qui représente le peuple? Ouais, personne ne représente le peuple. Le peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, il est toujours multiple, diversifié, etc. Donc, ces gilets jaunes qui contestent le rôle des représentants et qui eux-mêmes se conduisent comme des représentants, il y a une contradiction. Voilà. Donc là, on peut effectivement ramener les choses à l'ordre. Mais ça ne doit pas invalider les questions qui sont posées par eux ou par d'autres, et qui sont, elles, bien réelles sur les inégalités qui s'accroissent dans notre société. Bonsoir. Donc on peut observer que pour les Européens, clairement tente de opposition entre progressistes et populistes. Est-ce que cette opposition elle est vraiment nouvelle ou il y a déjà eu des tentatives d'un point de vue historique de créer une opposition dans le même genre? Alors, oui, le terme a changé parce que maintenant on appelle populiste ce qu'on appelait avant nationaliste. C'est en gros, c'est la différence. Donc moi, je pense qu'il faut appeler un chat, et un nationaliste. Les mouvements qui se développent en Europe ou aux États-Unis, ce sont des mouvements nationalistes. C'est le vrai terme. Je préfère ça aussi au mot raciste, parce que là, c'est plus flou. C'est nationaliste, c'est vraiment l'expression. Parce qu'on a donc si vous prenez en Italie, par exemple, aux États-Unis, avec Trump ou Orban en Hongrie, etc. Voilà. Donc on a un clivage qui oppose, à mon sens, aujourd'hui, les libéraux et les nationalistes. C'est ça les vrais termes. Et Emmanuel Macron essaye donc de construire sa stratégie politique pour les européennes en se présentant comme le chef de file des gens qui vont résister au Front National. Enfin, c'est un peu le même discours que... c'est pas nouveau, ça.
Mitterrand a déjà fait ça, Chirac a fait ça, etc. etc. Il y a une forme d'utilisation du Front National, aujourd'hui on dit Rassemblement National, etc., mais c'est la même chose, dans le cas français, pour rassembler donc dans un consensus des différentes fractions de la population, en occultant là encore la question sociale par le fait. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, je crois, aujourd'hui. Et le problème, c'est que les partis qui pourraient construire un discours centré sur les revendications des inégalités sociales, etc., comme la France insoumise, etc., sont, d'après ce que disent les sondages, on verra comment tout ça va évoluer, un petit peu marginalisés. Donc, pour moi, ce clivage est en partie factice, opposé d'un côté populiste aux libéraux, enfin, je ne sais pas, ils ne disent même pas libéraux, mais comme vous disiez, progressistes. Oui. C'est ça l'enjeu, si vous voulez, aujourd'hui, ce que j'appelais la démocratie du public. C'est déjà la qualification. Comment on qualifie un contexte politique? Quel mot on emploie pour définir les individus? Quelles catégories ont, comment on les oppose, etc. Tout ça, ce sont des enjeux, vous voyez, de lutte, en fait. Si on accepte les catégories telles qu'elles sont imposées par les médias, on a déjà perdu, à mon avis, vous voyez. Donc c'est aussi un enjeu d'être capable de nommer les questions, les problèmes autrement. Et voilà, c'est pas évident parce que, évidemment, il y a des inégalités dans l'accès aussi aux médias, etc. Bonsoir. Je me demande, aujourd'hui, quand on parle des mouvements sociaux, des mouvements des Gilets jaunes ou étudiants, par exemple, on parle beaucoup de la violence. Et je me demandais si, historiquement, dans l'histoire des luttes, la violence, est-ce qu'elle a toujours été nécessaire pour l'obtention de nouveaux d'avancées sociales? Alors, la question de la violence, dans ce livre, j'ai fait un chapitre là-dessus. Je crois qu'il y a vraiment on est entré dans un nouvel âge de la violence. Je parle pour la France, hein. C'était au niveau mondial, je dirais autrement, mais au niveau de la France. Alors, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, notamment dans mon histoire populaire de la France, parce qu'elle n'est pas souvent soulignée, et on peut comprendre pourquoi par les médias, c'est que nous n'avons jamais vécu dans une société aussi pacifique que la nôtre. Il faut partir de là. Les gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, c'est la première génération depuis le début, j'allais dire, de l'humanité qui n'a jamais connu la guerre. Tant mieux. Hein, donc, ma génération, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, sur son territoire, évidemment. Hein, toutes les générations avant avaient connu la guerre. C'est-à-dire connaître la guerre, c'est avoir des gens tués dans sa famille, etc. Pour voir ce que ça veut dire la guerre. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'on peut articuler au premier, si vous connaissez un petit peu la sociologie de la criminalité, etc., les travaux de Kelly, bon, on n'a jamais été non plus dans des sociétés aussi pacifiques du point de vue de la criminalité. La criminalité est en recul, les crimes de sang. Peut-être la délinquance augmente. C'est vrai, parce que plus on a de biens, plus on a aussi de vols. Hein, bon. Donc, ça, c'est les deux dimensions dont il faut partir. Donc, on est dans des sociétés plus pacifiques. Et pourtant, il y a des études qui ont été faites dans 27 pays, je crois, qui prouvent que la perception que les gens ont de la violence est à l'inverse. Les gens surestiment la violence par rapport à la réalité, dans tous les pays. Comment ça s'explique? Évidemment, parce qu'on est dans un monde, justement, de démocratie du public, où les médias, évidemment, exploitent. C'est pas nouveau, ça, en soi. Au XIXe siècle, la presse faisait déjà pareil, les faits divers, etc., etc. Mais c'est un fonds de commerce, parce que c'est rentable, en gros. Rendre compte de la violence, etc., ça rapporte de l'audience. Donc, ça fait de la pub, donc ça fait du fric. Voilà. Ça ne va pas chercher plus loin. Donc on est dans cette logique-là, et du coup il y a un recul dans la tolérance de la violence.
Je montre dans mon livre, par exemple, j'ai servi de travaux des historiens, dans les quartiers populaires, à Paris, on a une thèse sur Belleville au XIXe siècle, dans les quartiers, les rixes, les engueulades, les insultes, c'était quotidien. Les gens s'insultaient d'une fenêtre à l'autre, etc. Parce qu'il y avait de la promiscuité dans les... Bon. Donc, je veux dire, mais personne n'allait y voir. Les élites n'allaient pas voir ce qui s'y passait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux. Donc, vous avez une trace écrite, vous pouvez dire, oh là là, c'est pire en pire, etc. Bon. Mais avant, il y avait une autonomie des classes populaires, et donc une violence interne au milieu populaire. Je ne dis pas que c'était bien, hein, je ne justifie pas. Mais bon, voilà, on est donc dans un nouveau monde aujourd'hui, et il y a une gestion de la mort qui est aussi extrêmement construite. La mort, elle frappe quand c'est un Français qui meurt. Voilà, il y a une gestion, une inégalité face à la mort. Si c'est, ça se passe au Pakistan, si ça se passe, vous voyez, en Afrique, etc., bien, les morts, on n'en parle pas, ça ne compte pas. Hein. Mais si c'est un Français, ah oui, alors là, bon. Donc ça, c'est la logique de l'identification. L'identification d'un public à un discours. Et regardez le traitement, même situons-nous en France, le traitement des attentats. Le traitement des attentats de 2015-2017. Bon, il y a un auteur canadien qui a publié un bouquin là-dessus, qui correspond à ce que je vous dis sur la pacification, et il disait, vous avez, vous là, qui êtes ici, comme moi, comme la totalité des Français, on a beaucoup plus de chances de se faire assassiner par quelqu'un de sa famille que par un terroriste islamiste. Toutes les statistiques le démontrent. Bon, mais vous allez dire ça aux gens. Les gens, voilà, c'est parce qu'il y a une sensibilité, une identification à ces crimes horribles, etc. Je le dis bien, mais statistiquement totalement insignifiant. Quand on voit la statistique globale, hein, vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de la route. Et regardez les statistiques. Aux États-Unis, ils s'entretuent, vous savez, régulièrement, etc. etc. Et c'est pourtant, on ne supprime pas les armes à feu. Bon, il y a une gestion nationale de la mort qui varie selon les pays en fonction de l'histoire de ces pays-là, de leur identité collective, etc. Et qu'il faut tenir en... Voilà, il faut avoir ça en compte, parce que ça change le vocabulaire aussi. Quand même, ce qui était frappant, c'est quand Hollande était président de la République, quand il y a eu les attentats, il a dit « nous sommes en guerre ». Les attentats, ce n'était pas la première fois qu'il y en avait, peut-être c'était moins important dans le passé, mais quand même, il y a quand même un président de la République qui a été assassiné par un anarchiste italien en 1894. Imaginez Macron assassiné par un terroriste islamiste, hein, ce qu'on en dirait. Bon. Jamais auparavant, dans les attentats qui ont pu avoir lieu en France, on aurait pu dire nous sommes en guerre, parce que les gens savaient ce que c'était la guerre. Ils l'avaient vécu. Donc la distinction entre terrorisme et guerre, tout le monde la connaissait. Aujourd'hui, on dit nous sommes en guerre. Autre élément du vocabulaire qui m'a frappé pendant le mouvement des Gilets jaunes, vous avez un journaliste de BFM TV, quand il y a eu les vitrines des Champs-Élysées qui ont été brisées, il a parlé de carnage. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il va y avoir quand même un tollé dans les médias contre l'usage de ce terme. Moi, j'ai repris mon dictionnaire, carnage, c'est marqué abattage d'animaux, de personnes. Hein. Bon, c'est pas bris de vitrine, c'est pas le mot qu'on utilise. Donc, vous voyez, il y a une inflation du langage comme ça qui fait qu'on confond des choses. Alors, pour aller directement à votre question, quand on voit l'histoire des mouvements sociaux, la violence a toujours existé. Des deux côtés. Il y a une violence de la répression qui était infiniment plus forte avant. Quand même, il faut voir que, dans mon livre je le montre amplement, les massacres dans l'histoire, des révoltes paysannes, etc., c'était par milliers de personnes que ça se produisait. Progressivement, on a une pacification, donc on a une diminution du nombre des morts, mais quand même, on a, à l'époque de Clémenceau, on a quand même plusieurs dizaines de morts lors des grèves, des répressions importantes. On a, en 1881, à Fourmi, des ouvriers qui sont tués, etc. Ça se poursuit, et on a un tournant en France qui est les manifestations de 1986,
avec la mort de Malik Oussekine, cet étudiant qui ne participait même pas à la manif, qui est tué par des voltigeurs, c'est-à-dire des flics en mobilette là, qui sévissaient dans les manifestations. Et à partir de ce moment-là, les forces de l'ordre, les gouvernements décident plus de contact. Il ne doit plus y avoir de contact entre les manifestants et les forces de police. C'était la nouvelle règle, parce que, comme je le disais, étant donné le recul de la tolérance à la violence, un mort, désormais, ça peut mettre un gouvernement en faillite. C'était ce qui s'est passé en 86. Hein, le plan, je ne sais plus, de Vaquet de l'époque, où un ministre a été éjecté, etc. Ça fait une crise politique. Donc les gouvernements voulaient éviter absolument qu'il y ait une victime. Bon. Et le problème des Gilets jaunes, alors vous avez eu Rémi Fraisse, enfin je ne vais pas entrer là-dessus, mais c'était en gros les consignes qui avaient été données aux forces de police au début du mouvement des Gilets jaunes. Le problème, c'est que les Gilets jaunes, ils ont complètement subverti les formes traditionnelles de la manifestation. Une manifestation classique, c'est que vous allez la déclarer à la police, vous avez un service d'ordre, vous avez une trajectoire, etc. Vous avez des petites pancartes, vous criez des slogans. Rien de tout ça n'a été mis en œuvre par les Gilets jaunes. Leur slogan, ils avaient sur leur gilet, ils ne déclaraient pas à la préfecture le truc, et puis voilà, petit à petit, bon, il y a les Black Blocs qui s'en sont mêlés, ça a dégénéré. Du coup, ça a été la panique totale du côté du gouvernement. Surtout sur la plus belle avenue du monde. Les images ont fait le tour du monde. C'est dit, bah, si les Chinois ne viennent plus acheter dans les grands magasins, la balance commerciale va chuter. Enfin, bref, je caricature un peu, mais c'est pas tellement. Donc, on a eu cette logique-là, et du coup, il y a eu un basculement dans la logique des forces de l'ordre, et là, on est arrivé à une répression, ça vous avez peut-être suivi, mais qui est incroyable. Je veux dire, on n'avait jamais eu une répression aussi féroce depuis 68, voire même depuis la répression de la manifestation du 17 octobre 61 contre les Algériens, etc. Donc on a, à l'heure actuelle, des tas de gens qui sont emprisonnés, d'autres qui ont perdu un œil, etc. Enfin, il y a un scandale qui a largement étouffé par les médias, qui a fait que la France a été condamnée par Amnesty International, par l'Union européenne, etc. Donc il y a vraiment un retour de la violence policière indéniable. Alors du côté des manifestants, il y a toujours eu de la violence aussi. Là aussi, progressivement une pacification, mais un retour aussi avec des comportements des Gilets jaunes, donc qui subvertissent les codes classiques de la manifestation et qui ont abouti à des dégradations matérielles. Bon, dégradations matérielles, des magasins, etc. Mais dans cette violence populaire qui s'exprime pendant les manifestations, il faut bien voir qu'il y a un point qu'on oublie souvent, c'est que les classes populaires sont victimes quotidiennement de violence. C'est ce que Bourdieu appelait la violence douce, hein, la violence du capitalisme. C'est-à-dire quand des gens sont brutalement mis au chômage, quand leur entreprise ferme, quand ils sont soumis à des normes de contrôle social dans l'entreprise de plus en plus féroces, avec le chantage à l'emploi, la précarité de l'emploi, etc. Enfin, vous connaissez peut-être les travaux du psychosociologue Christophe Dejour, hein, la souffrance au travail, qui fait que beaucoup de gens, quand ils n'ont pas la possibilité d'exprimer dans des luttes sociales leur souffrance, ils la retournent contre eux-mêmes. Monter des suicides, des burn-out, comme on dit, etc. etc. Donc ça, c'est la réalité qui touche massivement, d'ailleurs, aussi les classes moyennes. Hein. On le voit chez les médecins, on le voit chez les enseignants, aussi chez les policiers, d'ailleurs, etc., etc. Donc quand il y a un mouvement social où, je dirais, les formes de contrôle s'atténuent, une espèce de liberté se manifeste, eh bien, ça peut entraîner aussi une sorte d'expression de la violence, et dans les formes de violence qui ont été le fait de Gilets jaunes, de gens qui n'avaient jamais été condamnés ni rien, il y avait cette dimension-là, un exutoire, je dirais, une manière de laisser échapper toute la frustration et la souffrance ressentie auparavant sans pouvoir y résister. Donc on a toutes ces dimensions-là qui s'articulent. La dernière, c'est la gestion médiatique, j'en ai déjà parlé, par les grands chaînes télé, etc., de la violence pour faire de l'audience.
qui quelque part amène finalement à légitimer la violence, puisque, on l'entend souvent chez les Gilets jaunes, ils disent, regardez vous les cheminots, vous avez fait grève bien pacifiquement, vous avez défilé, etc., vous n'avez rien eu. Hein, le statut, la mise en cause de votre statut est passée comme une lettre à la poste. Et nous, en cassant quelques vitrines sur les Champs-Élysées, hop, on a eu 10 millions, 10 milliards. Je comprends parce que c'est des chiffres qui donnent le tournis. Hein. Bon. 10 milliards comme ça, sortis du jour au lendemain de la poche des... Donc vous voyez bien que donc certains disent il y a comme ça qu'on peut y arriver. Donc, ça peut légitimer, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je pense qu'on est arrivé dans une société où ce type de mouvement se reproduira, parce que tout converge pour lui donner de la légitimité. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce soir, et je voulais rebondir justement sur votre dernière phrase. Vous avez mis en lumière les points positifs d'un point de vue démocratique des mouvements sociaux qui donnent la parole et l'attention médiatique à ceux que d'habitude on n'écoute pas. Vous avez montré que c'était le moyen d'obtenir 10 milliards et comme ça par la lutte. Et je voulais savoir si vous ne trouviez pas qu'il y a eu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement dans les luttes sociales, aussi une certaine forme de déni démocratique, où la lutte sociale serait le moyen pour une minorité auquel les élections n'ont pas donné raison d'imposer leurs revendications. Cet argument-là, il l'a souvent utilisé dans toutes les luttes sociales. On peut toujours dire de ça de n'importe quelle lutte sociale, puisque les luttes sociales, elles sont toujours impulsées par des minorités. La Révolution française, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on irait dire aujourd'hui, ben non, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas la Révolution française parce que c'était une minorité. Donc cet argument-là, voilà, c'est souvent un argument que les dominants avancent parce que, en fait, ils passent sous silence l'injustice que représente le système de la démocratie parlementaire. C'est posé d'ailleurs par les Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Démocratie, c'est-à-dire pouvoir du peuple. Mais comment ça s'exprime? Justement, la Révolution, c'est très intéressant. La Révolution de 89, c'est très intéressant. On a donc une révolution qui met à bas l'ancien régime, qui impose la citoyenneté. Donc, désormais, tous les citoyens sont égalité et doivent participer à la vie politique. Mais comment on va le faire? Comment ils vont le faire? Eh bien, les élites qui contrôlent le processus dans le tiers-État. Je vous rappelle que les délégués du tiers-État, en 1789, plus de la moitié étaient avocats. Bon, ils savent bien parler, ils ont une compétence, ils ont du temps libre, etc. Ils disent au peuple, bravo, vous avez pris la Bastille, chapeau, maintenant, laissez-nous faire. Hein? Parce que, voilà, nous on a la compétence, on parle bien, etc. Vous mettez un bout de papier dans une urne tous les 5 ans, et nous on va faire des lois nickel, etc. etc. Bon, bref. Ça, je caricature un peu, mais c'est ça la logique de la démocratie représentative. On délègue sa parole à des représentants qui viennent des élites. Donc, ça crée une frustration au sein des classes populaires. On le retrouve à chaque fois. C'est pas nouveau. Si vous prenez la fin du 19e siècle, le boulangisme, etc., c'était déjà pareil. Les classes populaires se disent, mais on a été couillonnés dans l'affaire, quoi. C'est nous qui prenons les coups, c'est nous les morts, c'est toujours dans les gens qui sont au front contre les dominants, et au final, c'est les autres qui ramassent la mise. Donc, il y a une revendication pour changer le mode de fonctionnement de la démocratie. On le trouve en 1792 avec les sans-culottes. Les sans-culottes disent non, la démocratie, c'est l'action directe. C'est-à-dire, on participe à l'élaboration des lois, on élit des gens, mais on les contrôle, on les renouvelle constamment, etc. etc. C'est cette aspiration à une démocratie réelle où tout le monde peut participer qui est en cause. Donc c'est pour ça que la réponse qui consiste à dire là vous n'êtes pas légitime parce que vous vous révoltez, parce que les gens n'ont pas voté pour vous, vous voyez, c'est un peu fallacieux. Parce que dans un système où vous avez 0 ouvrier et 2 ou 3 employés sur 580 députés, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est démocratique? Non. Donc c'est finalement les mouvements populaires, comme le mouvement des Gilets jaunes ou autres, c'est un retour
un symptôme d'une démocratie qui ne fonctionne pas correctement. Vous comprenez? Parce qu'autrement, on aboutit à légitimer le système tel qu'il est, quoi, systématiquement, dire, ben voilà, vous n'avez pas voté pour nous, donc vous n'avez pas voix au chapitre. C'est ça, c'est la limite du fonctionnement de nos démocraties représentatives qui choisissent toujours les mêmes pour diriger le pays, sous le prétexte de la compétence, et qui aujourd'hui est de plus en plus contestée parce que justement il y a de nouveaux moyens d'expression, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si vous voulez, ça aboutit au meilleur comme au pire. C'est comme toutes les technologies. Il y a du bon, il y a du mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Mais ça donne quand même des ressources, peut-être, pour une expression directe supérieure à ce qui existait auparavant. Merci beaucoup pour votre venue. Merci à vous d'être venus aussi et d'avoir posé des questions intéressantes. Et bonne soirée.